Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le TDAH, le trouble du déficit d'attention avec hyperactivité, qui est un trouble qui a été diagnostiqué à ma fille il y a plusieurs années. Et j'avais fait une toute première vidéo il y a à peu près 2 ans, je crois, pour vous expliquer un petit peu le parcours semé d'embûches que j'avais rencontré lors du diagnostic, tout simplement parce que ma fille... les premiers symptômes du TDAH ont été visibles dès la maternelle et que ma fille n'a été diagnostiquée il me semble 3 ou 4 ans plus tard. Je vous remettrai dans le petit i ma toute première vidéo à laquelle vous réagissez encore aujourd'hui et je suis très contente qu'elle ait pu aider certains parents puisque dans cette vidéo donc j'expliquais d'abord ce qu'est le TDAH ainsi que les différents types de rééducation, les différentes comorbidités associées. Et puis je vous explique un petit peu mon parcours à l'époque de maman totalement démunie face à un trouble très mal connu qui maintenant tend à être de mieux en mieux connu et qui est de plus en plus médiatisé. Et d'ailleurs je vous invite à vous abonner à la chaîne Les Fous de Normandie. Je mettrai en barre d'informations cette chaîne qui est tenue par un pédopsychiatre qui est spécialisé dans le TDAH et qui est vraiment passionnant. Je pense que ça pourra aider certains d'entre vous, peut-être si vous êtes démunis ou si vous êtes en recherche d'informations. Alors clairement dans cette vidéo, je vous expliquais que ma fille, dès le départ, avait été étiquetée dès l'école maternelle enfant à problème et que ça s'était résumé sensiblement à ça, que le système éducatif n'était pas conçu pour des enfants TDAH et que clairement on demandait aux enfants TDAH de s'adapter au système scolaire alors qu'ils en sont incapables. Voilà, je vous explique un petit peu mon parcours, la difficulté aussi de pouvoir obtenir des rendez-vous chez des spécialistes pour pouvoir obtenir un diagnostic, savoir clairement ce qui se passe. Donc ça c'est un gros problème qui à mon avis n'est toujours pas résolu en France parce que je discute régulièrement avec des parents qui sont en difficulté et qui galèrent à faire reconnaître leur enfant, donc avec des coûts très élevés puisque le handicap a un coût malheureusement, il faut le dire. Les gens ont beau dire qu'on a un système de santé génial en France, je pense que ces gens-là n'ont pas d'enfants en situation de handicap ou ne sont pas en situation de handicap parce que je ne pense pas que nous ayons le même avis sur la question, sachant que c'est un trouble qui engendre énormément de démarches administratives, médico-sociales, qui engendre énormément de difficultés à tout niveau, que ce soit des difficultés familiales, des difficultés scolaires, des difficultés sociales. Et puis le coût qui est extrêmement élevé des rééducations, les prises en charge voilà, toujours plus coûteuses et le sentiment d'être pris pour des idiots, voilà, tout simplement. Alors pour faire simple, j'expliquais rapidement que ma fille avait connu, on va dire, 2 ans très pénibles à l'école avant de pouvoir être diagnostiquée d'abord précoce, avec un QI très élevé. Et ensuite, dès son entrée au CP, on avait vu qu'il y avait un souci au niveau des habiletés sociales, au niveau de la motricité, où il y avait une hyperactivité flagrante. Et là, la galère avait commencé pour elle, et le diagnostic n'avait été posé pour ma fille qu'au CE1. S'en est ensuite suivi 1 an de grosses difficultés, puis un traitement thérapeutique qui avait assaini la situation, en tout cas qui avait apaisé toutes les tensions que nous rencontrions à cette époque-là. Et ensuite, des rééducations qui ont été mises en place, orthophoniques, ergothérapeutiques, neuropsychologiques, neuropédiatriques, etc. Et je m'étais à peu près arrêtée là en vous disant que donc, ma fille avait un TDAH, mais qu'elle avait également des comorbidités puisqu'elle est dyslexique, dysorthographique et dysgraphique. Donc on appelle ça multidys. On s'était arrêté là dans cette première vidéo et je vous disais que nous avions quand même beaucoup de chance parents d'enfants TDAH puisque grâce à nos enfants, nous apprenons plein de choses, clairement des choses auxquelles j'aurais même pas pensé une seule seconde si j'avais pas eu un enfant concerné par ce trouble.
Et puis voilà, je finissais sur une note hyper positive. Oui, c'est une chance d'avoir un enfant de TDAH, merci mon Dieu. Je vous avoue que certains moments de ma vie, c'est pas tout à fait ce que j'ai envie de dire. Mais clairement, je suis quand même assez reconnaissante parce que j'ai beaucoup, 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 beaucoup grandi grâce à ma fille. Mais ma fille grandissant, les exigences scolaires étant aussi plus importantes, on s'est rapidement aperçu qu'il fallait mettre en place une aide physique, hein, une AVS, une auxiliaire de vie scolaire, pour permettre à ma fille d'être aidée. Alors au départ, je refusais l'AVS parce que j'avais peur que ma fille soit étiquetée, déjà qu'elle portait l'étiquette de l'enfant pénible, étiquetée comme enfant en situation de handicap par les autres et que du coup, au niveau de ses relations sociales et des nôtres, ça ait une influence. Et puis finalement, je me suis dit, ben merde, celui qui n'est pas capable de nous accepter tel que nous sommes, ben c'est qu'il est très limité d'esprit et on va faire la démarche. Donc on s'était lancé dans le montage du dossier de demande de reconnaissance auprès de la maison des personnes en situation de handicap, la MDPH. J'avais monté un dossier béton, c'est-à-dire qu'il y avait tout, mais alors tout, quand je vous dis tout, c'est voilà, le classeur de ma fille, depuis ses premiers suivis, et ici vous voyez que le truc il est blindé. Je pense qu'il n'y a plus une seule pochette disponible. Tout ça, ce sont des années et des années de galère, j'ai envie de le dire, voilà, des années de recherche et des années de diagnostic en tout genre, et de guidance parentale, etc. Ça, c'est toutes mes démarches qu'il a fallu que je partage dans le cadre de cette demande de reconnaissance. Et donc, j'ai envoyé mon premier dossier hyper complet. Et j'avais fait compléter le certificat médical par le médecin généraliste puisque la neuropédiatre n'était pas disposée à le faire à l'époque. Et j'avais inséré tous les diagnostics que j'avais concernant ma fille. J'avais également joint les courriers de relance de l'école par rapport à son comportement, etc. Et mon dossier faisait, franchement, c'était un dossier béton, il faisait 65 pages. Donc, on envoie le dossier, on attend la réponse et 4 mois plus tard, nous avons une réponse. J'imaginais ce dossier comme le Graal et grosso modo, au bout de 4 mois, on nous annonce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Voilà. Il y a un handicap peut-être, mais rien n'est reconnu. Grosso modo, on s'est tapé des années et des années de démarches pour se voir dire que notre dossier n'était pas validé par la CDAPH. Et donc on s'est retrouvé sans AVS, sans aucune aide, sans aide financière, sans AEH, sans rien du tout. Voilà, donc j'aime autant vous dire que j'étais assez désespérée à cette époque-là et je me suis dit, ouais, d'accord, c'est comme ça, vous voulez pas nous aider, c'est pas grave. On va faire le chemin ensemble et puis nous on va essayer de trouver des solutions puisqu'a priori vous en avez pas pour nous quoi. Et donc j'ai commencé à mettre en place les rééducations pour ma fille. J'étais en attente justement de cette réponse de dossier pour pouvoir financer de l'ergothérapie puisque c'est quand même très coûteux. Actuellement ma fille a une rééducation en ergothérapie donc elle a une séance de 3/4 d'heure par semaine et ça me coûte aux alentours de 200 € par mois, avec des mois où je paye un peu moins. Voilà. Généralement, c'est plus 180 € par mois, évidemment, non pris en charge par la sécurité sociale, non remboursé par personne, hein. Sponsorisé par ma carte bancaire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'avais mis en place finalement, en sacrifiant le reste à côté, hein, ces rééducations pour pouvoir aider ma fille, tout simplement, pour pouvoir lui apporter des réponses adaptées. Et en me disant que tant pis, ce seraient des sacrifices financiers, mais qui seraient peut-être gage de réussite pour elle. Et ça n'avait pas de prix pour moi. Donc on a continué notre petit bout de chemin. Donc clairement, on s'est retrouvé de la maternelle au CM2 sans aucune aide pour notre fille précoce, TDAH et multidys. Formidable. J'étais assez fataliste, je me disais que c'était un concours de circonstances, d'avoir essuyé comme ça des galères tout au long de son parcours, alors que pour d'autres parents, tout s'imbriquait limpidement. Pour nous, c'était la grosse galère. Il y avait toujours
des difficultés dans les démarches qu'on entreprenait, à tel point que mon médecin m'a dit une fois, je crois Aurélie que vous êtes greffée, vous connaissez l'expression greffée sur un concombre, mais vous c'est sur un champ de concombre que vous êtes greffée. Et je pense que effectivement, on a vraiment joué de malchance dans cette situation. J'ose espérer que pour certains parents, ça se passe beaucoup plus rapidement et l'aide apportée à l'enfant est beaucoup plus adaptée, on va dire. Mais j'ai entrepris de refaire une demande auprès de la MDPH pendant la dernière année de scolarité d'école primaire, donc fin de CM2, pendant les grandes vacances, si vous voulez, en demandant une AVS et un ordinateur, puisqu'elle est dysgraphique, pardon, et sans AEH, sans tiers-temps, etc., que j'avais demandé dans mon premier dossier. Et là, je crois un mois après, miracle, pendant le confinement d'ailleurs, je n'y croyais pas, j'ai d'abord cru à une blague. J'ai reçu donc une réponse de la MDPH qui nous signifiait que notre fille était reconnue en situation de handicap et qu'elle allait pouvoir bénéficier d'une AVS et également d'un ordinateur et de logiciels adaptés. Je crois que ce jour-là, j'ai ressenti un soulagement et j'en parle encore avec émotion parce que enfin, c'est comme si toutes ces années de galère, c'est comme si toutes ces années de démarches, de galère, d'accompagnement incessant chez les divers spécialistes qu'on a pu rencontrer, psychomotriciens, ergothérapeutes, psychologues, neuropsychologues, neuropédiatres, les tests de sommeil, les tests cardiaques, les électroencéphalogrammes, tout ça, c'est comme si enfin toute cette grosse galère avait porté ses fruits et que j'avais pas sacrifié mon temps, mon énergie, mon travail pour rien, que effectivement il y avait vraiment un trouble et voilà, c'était la reconnaissance ultime de tous les sacrifices que j'ai pu mener, qu'on a pu mener avec mon conjoint pendant toutes ces années. Donc je vous avoue que j'étais vraiment heureuse malgré ce contexte compliqué. Je crois qu'il y a aussi le contre-coup hein, de cette année 2020 pourrie, on peut le dire, et ce contexte de confinement qui a été très difficile. Il faut dire que je ne m'y attendais plus, je n'y croyais plus, et quand j'ai reçu cette réponse, ça a été vraiment ouf de soulagement, mais je sais vraiment pas comment expliquer cette sensation. Il n'y a pas de mots pour définir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Il y avait aussi le confinement hein, qui a été difficile. Ça a été très difficile déjà avec des enfants, entre guillemets, sans difficulté particulière. Alors imaginez avec des enfants avec un trouble, un handicap, enfermés à la maison, c'est quand même très difficile à vivre. Voilà, ça a été une épreuve pour tous, y compris pour certains d'entre vous, j'en suis sûre. Donc j'étais pleine de gratitude pour cette réponse positive. Alors que dans mon deuxième dossier, en plus, et ce qui est assez contradictoire, c'est qu'il a été validé et que pourtant, j'avais minimisé le nombre de pièces au maximum. Je me suis dit, c'est bon, la première fois, tu t'es pris la tête à faire un dossier hyper complet, hyper détaillé. Au final, on t'a clairement fait comprendre que tu avais bossé pour la gloire, puisque il n'y avait rien qui a été mis en place. Donc, dans le deuxième dossier, je l'avais fait, mais sans me douter que ça allait marcher. Je m'étais dit, allez, on le fait au cas où, avec un petit peu de chance. Mais j'avais vraiment remis les mêmes pièces. J'avais fait un courrier d'une seule page de 4. Enfin, voilà. C'était vraiment minime. Et finalement, ça a fonctionné. Donc, je suis restée vraiment bête. Sur le coup, j'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre dans le TDAH, de toute façon. Là, pour le coup, avec toutes ces années de pratique, je ne sais pas ce qu'il faut comprendre dans cette situation. J'ai beau... voilà, tout ce que j'ai à comprendre, au final, c'est qu'il faut accompagner
nos enfants du mieux qu'on peut, en essayant d'appliquer une pédagogie positive, même si c'est pas toujours facile, hein, ça c'est clair. Donc j'étais hyper optimiste. En septembre, donc, ma fille est rentrée en cinquième, puisque bah, sa première année s'est déroulée normalement, sans AVS. Autant vous dire que c'était du collector, hein, un enfant sans AVS, sans soutien à l'écrit. Heureusement, j'ai envie de dire que j'ai quand même un niveau scolaire, un niveau licence, ce qui m'a permis quand même de faire du mieux que je peux entre mon travail et la pédagogie avec ma fille. Mais autant vous dire que si vous n'avez pas les bagages scolaires, si vous n'avez pas les capacités pour accompagner votre enfant au collège, on peut très vite se retrouver avec un enfant en échec scolaire, quoi. Mais cela dit en passant, donc au mois de septembre, elle rentre en cinquième et de suite, elle a son AVS. Voilà, qui est en classe avec elle. Alors c'est une AVS mutualisée, 9 heures par semaine, c'est pas énorme, mais grosso modo c'est une AVS qui partage son temps entre plusieurs élèves et qui l'aide 9 heures par semaine en classe. Alors c'est quand même difficile pour ma fille d'accepter la présence de cette AVS parce que forcément elle a peur du regard des autres, des enfants de son âge. Elle a quand même conscience de beaucoup de choses et puis elle a aussi du mal à accepter l'aide qu'on lui apporte parce que elle se dit et elle me le dit régulièrement, mais moi je suis capable de faire ça, pourquoi elle va écrire à ma place, moi je sais écrire. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que voilà, elle est beaucoup plus lente, elle écrit phonétiquement, elle écrit de façon illisible, que c'est compliqué, voilà. Et ça, c'est encore quelque chose qu'elle a du mal à percevoir. Et puis, l'ordinateur, est-ce qu'on en parle? On attend. Voilà, l'ordinateur, on a eu une notification comme quoi, donc depuis le mois d'août 2020, l'ordinateur, elle doit utiliser un ordinateur en classe, mais 4 mois après, on n'a toujours pas d'ordinateur, toujours pas de logiciel adapté. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à s'enclencher entre la réponse et la mise en place des moyens. Il y a quand même un laps de temps qui représente une perte de temps assez conséquente dans la scolarité d'un enfant. Alors comment vous dire, c'est laborieux parce que ma fille, voilà, malgré tous ses 10, malgré son TDAH, elle arrive à suivre et elle a quand même une moyenne générale à peu près de 12 sur 20. Mais voilà, ça reste quand même difficile pour elle. Elle fait beaucoup d'efforts et je trouve qu'il y a comme partout, il y a des professeurs qui sont très à l'écoute, qui sont très bienveillants, qui mettent en place instinctivement des choses pour pouvoir l'aider. Et il y en a d'autres qui n'ont strictement rien à foutre pour parler mal de sa situation. Ils font pas dans le social, tu suis, c'est bien, tu suis pas, tant pis pour toi. Donc voilà, on a eu aussi deux clans comme ça qui s'affrontent. Donc on essaye de jongler. Maintenant, ce que je conseille systématiquement de faire en début d'année, c'est aux parents qui peuvent avoir, vous savez, les systèmes Pronote, les systèmes informatisés pour contacter les profs, voir les notes, le cahier de texte sur son smartphone. Et bien systématiquement, je contacte tous les professeurs en début d'année pour les informer des difficultés de ma fille, tout simplement parce qu'ils ont des centaines d'élèves, qu'ils ne consultent pas les dossiers scolaires de chaque élève, qui n'ont pas le temps de le faire, enfin pas le temps, en tout cas qui ne l'ont pas fait avant la rentrée, et qui arrivent là sans avoir pris connaissance de la situation de l'enfant, et en n'ayant pas conscience des difficultés de l'enfant. Et forcément, la pédagogie n'est pas toujours forcément adaptée à la situation, que ce soit volontaire ou pas. Et ça rend la situation encore plus compliquée pour nos enfants. Que vous dire donc sur cette situation? Moi, d'un point de vue général, je trouve qu'il y a un gros problème de prise en charge du handicap en France.
Moi, j'ai pas choisi d'avoir un enfant en situation de handicap comme des centaines de personnes qui regarderont cette vidéo également. Nous, on est là pour essayer d'accompagner au mieux nos enfants et puis on se retrouve face à une incohérence totale avec des systèmes qui existent mais qui ne sont pas adaptés ou des prises en charge qui s'étalent de façon extrêmement longue dans le temps, ne serait-ce que pour avoir un diagnostic, il faut attendre parfois 8 à 12 mois, 18 mois en CHU pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte. Et voilà, ça reste quelque chose de compliqué. C'est aux parents à faire des démarches, à se renseigner, à étudier les différentes possibilités, les différentes propositions de rééducation. Il n'y a aucun organisme. Moi, je vois bien, vous savez, comme les MIX, les maisons des enfants extraordinaires, je vois bien une structure qui accueillerait un parent avec un enfant avec lequel il est en difficulté et qui accueillerait ce parent dans la bienveillance, qui s'occuperait d'organiser des diagnostics, voilà, avec un accompagnement médico-social adapté, des ateliers de gestion des émotions, des ateliers où on donnerait peut-être des techniques d'apprentissage aux enfants 10, une structure comme ça qui serait un peu innovante et qui permettrait à nous parents de ne pas nous sentir démunis et totalement livrés à nous-mêmes dans ces démarches qui sont quand même, il faut l'avouer, très compliquées. J'ai beaucoup souffert aussi des relations avec le système scolaire, pas parce que j'ai rencontré des instituts pas bienveillants, hein, c'est pas du tout le cas. On a eu, nous, la chance d'avoir des instituts très à l'écoute, enfin, en tout cas, une majorité d'instituts très à l'écoute, qui a su s'adapter, mettre en place les choses pour finalement rendre le quotidien de l'institut et de l'enfant agréable et l'apprentissage. Mais je constate que les enfants TDAH souffrent d'une étiquette d'enfants difficiles, d'enfants chiants, hein, clairement. On le lit d'ailleurs très souvent sur les réseaux sociaux. Et moi, quand je vois quelqu'un qui publie ça, mon enfant n'est pas hyperactif, il est chiant et mal élevé. Je vous jure que quand je lis ça sur le mur de certaines personnes, ça me rend profondément triste parce que je me dis que ces personnes n'ont aucune, mais alors aucune conscience de ce qu'est ce handicap, des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés. Bah oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, ça me rend profondément triste. Donc voilà, ça c'était pour la situation de ma fille. Pour l'instant, elle est toujours au collège. Écoutez, ça se met en place doucement, hein, j'ai envie de dire, pas trop vite, attention, on ne sait jamais. On a l'AVS et puis l'ordinateur, mystère et boule de gomme. Notre avenir nous dira si on peut avoir cet outil ou pas. Quand on est parent d'enfants TDAH, ce qu'on nous dit et ce qu'on comprend au fur et à mesure de nos lectures, c'est que le TDAH, on a des prédispositions génétiques, héréditaires. Enfin, quelque part, ce serait inscrit dans l'ADN, ce TDAH. Et moi, j'ai 3 enfants. Voilà. Donc, ma fille aînée est TDAH multi-10. Ma fille cadette est un petit zèbre, puisqu'elle est précoce. Et mon petit dernier, qui a 4 ans aujourd'hui, lui est scolarisé en moyenne section. Et comment vous dire que depuis ce début d'année, psychologiquement, je vous avoue que je suis pas au meilleur de ma forme. Parce que depuis le début de l'année, donc suite au confinement, etc., il n'y a pas eu beaucoup de cours, hein, faut dire la réalité des choses. On a fait du travail de professeur, d'instituteur à la maison, hein, mais clairement, les enfants n'ont pas vu leur prof. Et depuis la rentrée, je trouve que c'est compliqué, alors sûrement pour les profs, hein, parce que c'est difficile de se remettre aussi dans le bain après autant de mois sans pouvoir travailler en présentiel, autant pour les enfants à qui il faut tout réapprendre du début. Mais là, clairement, depuis le début de l'année, systématiquement, il y a un problème avec mon fils. Voilà. Mon fils a fait ci, mon fils a fait ça, mon fils a fait ci. Tous les 2 jours, j'ai un procès-verbal de l'instit qui m'annonce que mon fils a fait une nouvelle bêtise.
Donc, j'aime autant vous dire que je pense que là, c'est reparti pour un tour, hein. Je ne sais pas si je vais avoir la force psychologique de repartir à zéro avec mon fils. Je vous le dis franchement, je suis un petit peu épuisée de ces démarches, puisque moi, je sacrifie aussi mon travail, puisque j'ai dû prendre un mi-temps pour accompagner ma fille dans ses démarches médico-sociales. Donc je me suis mis, entre guillemets, entre parenthèses, et je pense qu'il y a beaucoup de mamans solo avec des enfants TDAH qui se reconnaîtront dans cette vidéo, ou de papas solo d'ailleurs, hein. Euh, on met un petit peu sa vie entre parenthèses pour s'occuper et pour veiller au bien-être de son enfant. Et ça, c'est quand même quelque chose aussi qui est très difficile. Je veux dire, au Canada, les spécialistes se déplacent directement au sein des écoles et mettent en place les séances de rééducation, ce qui fait que les parents, eux, peuvent continuer à avoir une activité professionnelle à temps plein, travailler comme il se doit. Nous, en France, on n'a pas ça, ou alors vraiment à la marge, et clairement, la rééducation, c'est aux parents de s'en charger, ou alors éventuellement à la famille si elle est soutenante, ou je vois pas d'autre solution en fait. Donc, ce soir, j'ai une réunion à l'école pour discuter du comportement de mon fils qui, a priori, quand même, porte fortement l'étiquette du petit frère d'eux. Ça, c'est ce qui me dérange le plus. Voilà, donc écoutez, c'est reparti mon kiki. C'est vrai que je m'ennuyais, hein. Je me disais, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire en 2021 si je faisais suivre mon fils. J'en avais pas assez avec ma fille. Mais bon, c'est comme ça, hein, voilà, la vie m'envoie cette nouvelle épreuve. Je suis là pour, en tant que challenger, je vais essayer de trouver des solutions pour pouvoir prendre en charge mon fils correctement, pour pouvoir tout mettre en place pour lui, parce que j'ai envie que mes enfants réussissent, je les aime de tout mon cœur. Voilà, donc souhaitez-moi bonne chance, je vous tiendrai au courant de toutes ces avancées. De votre côté, n'hésitez pas à me communiquer sur vos difficultés si vous avez envie voilà, d'en discuter. Et j'espère que c'est pas trop difficile à gérer pour vous. Moi, je tiens le choc. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'essaye de me dire que de toute façon, j'ai pas le choix et que il faudra quand même que quelqu'un fasse ces démarches. Si c'est pas moi, ce sera personne. Donc autant que ce soit moi qui le fasse. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon parcours si vous aussi vous êtes parent d'enfants TDAH. Et puis, je vous souhaite le meilleur, une très belle continuation. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo autour du TDAH. Je vous souhaite de très très belles fêtes et je vous embrasse fort. À bientôt.